Dans les dernières éditions, au fond, on s'est exprimé sur la politique générale, plutôt de la macroéconomie. C'était là aussi l'expression de divergences sur des sujets. Et nous nous sommes aujourd'hui décidés à traiter plutôt les différentes politiques, pas toutes malheureusement, mais les différentes politiques qui sont annoncées par le président de la République, c'est-à-dire les problèmes de logement, enfin vous allez toutes les voir, le logement, la retraite, la santé, le commerce extérieur, l'industrie et la dette. Donc on va plutôt les regarder les unes les autres, essayer d'avoir des positions sur ces thèmes-là, qui, je le rappelle, ne sont pas des positions d'un groupe, mais des positions individuelles et qui vont être exprimées de manière très, j'allais dire, très à la fois rapide et j'espère très stimulante pour un petit déjeuner. Dernier point, dans notre organisation, nous avons toujours la même chose. Nous faisons un rapide tour de 2 minutes chacun maximum. Quel est, au fond, l'événement qui nous frappe le plus pour l'année 2018 ? Opportunité ou risque ? Et chacun d'entre nous va dire, au fond, sa sensibilité sur l'événement qui lui paraît le plus problématique. C'est peut-être ça le mot qu'il faut utiliser. Et puis après, il y a un ordre qui sera respecté, je l'espère du moins, et qui est le suivant. Donc, Lionel va démarrer sur la vision macronienne, finalement, au fond, de ce que l'Europe doit faire en termes de politique commerciale. Puis Pierre-Yves, même chose en termes de santé. Et on attend le programme, donc c'est tout à fait intéressant. Catherine, c'est sur la dette, si elle nous rejoint, mais elle va nous rejoindre. L'espoir est là. Antoine, c'est les retraites. Et moi-même, ce sera sur la politique industrielle. Et enfin, Alain Tranois sera sur la politique du logement qui, comme vous le savez, est assez discutée sur tous ces thèmes. Peut-être un mot. Nous, le 16 économistes, on est normalement 30, mais c'est une frontière qui est très, j'allais dire, très floue. Il n'y a pas de version stricte, limitée, bornée de l'idée que tel ou tel en fait partie. Et Antoine, qui a eu le prix l'année dernière de meilleur jeune économiste, en réalité est de fait, je ne sais plus comment on appelle ça, l'Académie des sciences morales, on appelle ça membre associé. Enfin bon, tout ça pour dire que c'est bien des membres du cercle qui sont ici. Voilà. Peut-être Pierre-Yves sur les 2 premières minutes, qu'est-ce qui te pose problème ? Un risque et une opportunité pour 2018. Dans le domaine de la santé, moi je vais commencer par les opportunités, parce que c'est quand même, c'est ma nature. Je crois que c'est dans le développement de la télémédecine et au-delà des systèmes d'information dans le secteur de la santé qui sont un potentiel extraordinaire pour améliorer la coordination des soins autour du patient, donc une meilleure circulation d'informations. C'est des enjeux qui sont assez profonds. Parce que c'est pas quelque chose qui s'organise en top-down, mais c'est quelque chose qui vient potentiellement modifier profondément les pratiques. Donc là, il y a vraiment des opportunités assez, et je crois que ça fait partie des éléments qui ont été perçus par le gouvernement actuellement, qui méritent d'être développés. Donc ça, c'est au niveau en termes d'opportunités. En termes de menaces, je crois que là, une menace importante, c'est est-ce que la politique des drogues, et notamment les politiques du cannabis, vont rester l'apanage du ministère de l'Intérieur, ou est-ce que on commencera enfin à considérer ces questions-là comme des questions de santé publique, et est-ce que le ministère de la Santé s'en occupera et interviendra sur ces questions en ne laissant pas uniquement le terrain à une vision particulière de ces questions. Voilà. Ça, c'est du côté menace. Je vais commencer par ce qui est présenté par beaucoup comme une opportunité qui me paraît un grand risque. C'est ce qui est en train de se passer en Allemagne, donc avec les efforts de Madame Merkel pour arriver à une plateforme commune avec le SPD. De toute façon, même si elle y arrive, elle sortira très affaiblie. Ce qu'il y aura au sein de ce programme sera de l'eau tiède, et c'est tout ce dont l'Europe n'a pas besoin. Donc ça a été beaucoup présenté comme une chance pour la France pour se mettre en avant. Ce qui est important en Europe, c'est que les deux marchent du même pas,
Et on a eu une période de vacuité côté français peut-être. Et maintenant, l'affaire se retourne et c'est du côté allemand. Donc c'est bon ni dans un sens ni dans l'autre. On a besoin de deux pays très innovants et très promoteurs de nouvelles idées en Europe, notamment puisqu'il y a beaucoup de sujets, l'euro et quelques autres, à régler très, très prochainement. Donc c'est un très très grand risque dont on ne mesure pas, me semble-t-il, suffisamment l'importance en France. Et concernant l'opportunité, eh bien, je voudrais vous donner une opportunité qui au contraire est présentée comme un risque par beaucoup. C'est donc le fait que le CETA, vous en avez peut-être entendu parler, c'est l'accord entre l'Union européenne et donc le Canada, va passer au Parlement pour ratification, puisque c'est un accord mixte. Et donc, c'est présenté par beaucoup comme un risque, parce qu'effectivement, à partir du moment où ça passe au Parlement, il va y avoir un vote. Et en même temps, c'est une opportunité, parce que c'est une chance tout à fait grande de pouvoir mettre sur la table les positions donc diamétralement opposées qui existent sur l'échiquier politique français par rapport à la mondialisation, de le faire de façon sereine et ordonnée, et de pousser les pions de la France sur ces sujets dont je reparlerai quand on me passera la parole pour une deuxième fois. L'opportunité, c'est évidemment le fait que la politique économique du président Macron est en réalité très cohérente et très forte. Cohérence forte et en réalité, elle permet de discuter, de critiquer, de soutenir, mais en tout cas, c'est assez simple et clair ce qu'il souhaite. Il y a une vision au fond, où le mot modernisation prend tout son sens plutôt que celui de réforme qu'on a utilisé pendant les 10 dernières années. En revanche, là où je suis un peu inquiet, c'est au fond l'idée que lorsqu'on regarde les prévisions de cette année, qui se révéleront vraiment assez exactes, sur le marché de l'emploi, on s'aperçoit que le taux de chômage en France ne va pas diminuer en 2018, qu'en gros, il y a 150 000 personnes qui vont arriver sur le marché du travail et les créations d'emplois nets seront vraisemblablement du même ordre de grandeur. Donc on va avoir un problème qui est, à mon sens, très important, que ce problème ressemble étrangement à cette idée qu'on ne fait pas de réforme si on n'a pas un peu de croissance, et on ne fait pas de transformation si l'on n'a pas en réalité l'espoir qui commence à se répandre un peu partout sur le marché du travail. Je ne dis pas que l'ambiance soit mauvaise, je dis que le problème du taux de chômage va demeurer quand même comme très important. Je pense que la rupture sur les contrats aidés a été beaucoup trop brutale et qu'on en a fait une espèce d'instrument majeur de politique et de réorganisation de la politique de l'emploi que je trouvais un peu, en tout cas, rapide. Et la difficulté qui viendra dans les mois qui viennent, c'est que mois après mois ou trimestre après trimestre, heureusement trimestre après trimestre, on s'apercevra de fait que la situation sur le marché de l'emploi ne s'améliore guère, ce qui sera qui est peut-être un plateau nécessaire pour les années 2019-2020. Chacun sait que les prévisions sont meilleures pour les 2 années qui suivent, mais ça pose un problème. Et je mets les uns et les autres en garde contre cette astuce que je trouve un tout petit peu politicienne, qui consiste à expliquer que le taux de chômage structurel est à 9%, ce qui évidemment dédouane de toute difficulté et de toute possibilité de réduire ce taux de chômage. Je trouve que c'est un peu rapide, personne ne sait si c'est 8,5, 9, et l'utilisation de ce chiffre me paraît un peu excessive. Un risque, donc c'est pas un immense risque, mais disons qu'il y a eu un baby-boom dans les années 2000, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est un mini baby-boom, mais il se trouve qu'aujourd'hui, ces générations-là arrivent à l'âge de rentrer à l'université, et dans un cadre, en fait, ça nous fait augmenter le nombre, fortement le nombre d'étudiants qui arrivent à l'université. Alors c'est en soi une très bonne nouvelle. Le problème, c'est que si avec des moyens constants pour l'enseignement supérieur, ça veut dire que les ressources par étudiant vont baisser fortement. Et donc, dans un contexte où tout le discours est sur l'investissement, sur le capital humain, la formation, on va se retrouver avec un écart assez fort entre ce qui est de fait
mis en place et le discours politique. J'ajoute qu'on va rajouter à ce problème-là la question de l'allocation des étudiants, le choix des universités, des niveaux d'enseignement supérieur avec les mécanismes APB qui sont en cours de renouvellement, mais qu'on n'est pas complètement à l'abri d'un échec ou enfin d'un problème assez clair d'allocation. Donc là, ça me donne un petit peu un bon cocktail pour que la rentrée universitaire 2018 ne se fasse pas dans les très bonnes conditions. En opportunité pour 2018, moi ce que je vois, c'est la réforme de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il y a pour le coup une volonté dont on voit qu'ils sont en train d'essayer de penser comment redonner un rôle à l'Assemblée nationale en redonnant des moyens propres d'expertise, de contrôle, d'évaluation des politiques publiques. Et je crois que c'est une vraie opportunité parce qu'on a un Parlement qui est structurellement faible, et y compris à côté de la plupart de nos pays voisins européens, le fait d'avoir un législatif qui reprend la main du contrôle, du pouvoir, y compris face à un exécutif, ça peut donner sur le long terme un renouveau à la démocratie française, et je vois ça comme une bonne opportunité pour l'année. Jean-Hervé m'a donné la tâche de présenter la vision macronienne, donc je vais donner la mienne. Et puis ensuite, chacun jugera de la distance entre les deux. Donc, ça concerne effectivement la question de la mondialisation et qu'est-ce que la France peut faire, qu'est-ce que la France peut proposer. Pour comprendre mon point, c'est très rapide, il suffit de partir de l'analyse politique qui a été faite donc, du rejet de la mondialisation en France. Et cette analyse politique, elle a deux dimensions. L'une, c'est que l'un des problèmes, c'est qu'on s'occupe mal des perdants de la mondialisation, en particulier en France. Et la deuxième, c'est que peut-être qu'un certain nombre de choses qui ont été faites en matière de mondialisation pourraient éventuellement être reconsidérées. Donc, sur la base de ces deux constats, la France a la chance aujourd'hui de pousser un nouvel agenda. Et est aidé en cela par le fait que la mondialisation, dans sa version traditionnelle, est remise en cause non seulement, bien sûr, par ses opposants naturels que vous connaissez tous, mais aussi par de nouveaux opposants qui sont assez inattendus. Et je pense en particulier à ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Ça n'était pas de ce côté-là qu'on attendait une aussi grande opposition à la mondialisation. Alors, quel est l'agenda qui peut être poussé sur cette base-là ? Eh bien, il a été dit à Davos, hein, si vous regardez le triptyque qui a été annoncé donc, par Emmanuel Macron à Davos, il a dit il faut investir, il faut partager, il faut protéger. Donc il a fait un très long discours, mais si on voulait en retenir quelque chose, ce serait probablement ça. Donc investir, ça veut dire bien sûr investir dans le capital, ça veut dire investir dans l'éducation, dans l'innovation. Partager, tout le monde comprend ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il faut s'interroger vraiment sur la question de la redistribution des fruits de la mondialisation. Et protéger, c'est la dernière dimension, elle est très très importante. Il s'agit de faire en sorte que le marché du travail fonctionne bien et que ceux qui perdent leur emploi retrouvent un emploi. Donc ça paraît très simple, évidemment. On sait que c'est évidemment très très compliqué. Ça n'est pas que des questions d'éducation, c'est des questions de fonctionnement aussi du marché du travail. Donc ça, c'est pour la dimension interne. C'est qu'est-ce qu'on peut faire en interne pour faire avancer cet agenda. Mais il y a aussi une dimension externe, c'est-à-dire il ne faut pas non plus être naïf et penser que seules les politiques intérieures, les politiques françaises, vont permettre de résoudre tous les problèmes posés par la mondialisation et permettre d'en tirer tous les avantages qu'on pourrait en tirer. Et donc il est important de se projeter au niveau européen, puisque c'est là en réalité que la plupart des décisions se prennent. Vous savez que la politique commerciale de l'Union européenne est une prérogative européenne. On l'a dit tout à l'heure, jusqu'à un certain point, jusqu'au moment, par exemple, où vous parlez d'ISDS, etc., où là, vous rentrez dans les compétences nationales. Mais pour l'essentiel, la politique commerciale européenne est une compétence communautaire. Et donc, ce qui est important, c'est d'être influent à Bruxelles et d'essayer d'infléchir l'agenda bruxellois. Donc l'agenda bruxellois, vous le connaissez pour l'instant, c'est l'accord avec le Canada, on en a parlé il y a 5 minutes, c'est l'accord avec le Japon et c'est le prochain accord avec le Mexique.
pour lequel la négociation a rapidement avancé dans les derniers jours. Et il ne vous a pas échappé que cette frénésie européenne est un irritant pour le président Trump, qui s'en est offusqué en disant que l'attitude européenne allait se retourner contre nous, que nous allions regretter d'avoir cette politique commerciale. Alors ça, c'est la politique commerciale européenne traditionnelle, et il faut l'infléchir de quelle façon? Eh bien, il ne faut pas arrêter de négocier avec nos partenaires commerciaux naturels. Il faut simplement enrichir les négociations, et ça, c'est le point de vue français, et c'est celui-là qu'il faut pousser à Bruxelles. Il faut enrichir les négociations en ayant un agenda large, mais qui n'est pas forcément aussi large que celui qui est promu, au moins sur le papier, par la Commission européenne. Donc il faut avoir une dimension sociale, il faut avoir une dimension environnementale, et il faut avoir une dimension de concurrence dans ces accords. Il me reste 2 minutes, mais ce sera fait. Vous noterez que je n'ai pas mis l'ISDS dans cet agenda, parce que je pense que ça ne sert à rien. Je pense que c'est une énorme bêtise qui a été faite de mettre cet élément dans les négociations, parce que ça ne sert à rien, si ce n'est à juste titre, soulever les inquiétudes de la société civile et du coup à mettre en danger les autres sujets sur lesquels on peut avancer, qui sont les sujets sociaux et environnementaux. Et cette vision française doit être combinée avec l'autre point de vue qui est défendu par la France, qui est par rapport aux questions climatiques. Donc Emmanuel Macron était très très en pointe sur les questions climatiques, ça ne vous a pas échappé. Et donc, c'est assez facile, dans chacun des accords, de prévoir des dispositions qui permettent de s'assurer que la signature de cet accord n'aura pas de conséquences désagréables pour le climat. Vous allez me dire, mais comment fait-on? Parce qu'à partir du moment, et ça sera ma dernière phrase, à partir du moment où on transporte des produits, eh bien, les bateaux qui transportent les produits font des émissions. Eh bien, la France, et c'est quelque chose qu'on pourrait faire assez facilement, pourrait pousser les feux au niveau international d'une tarification des émissions par les porte-conteneurs. Comment ça marche? Eh bien, il suffit de taxer les bateaux qui polluent et de subventionner ceux qui ne polluent pas. Donc, il faut taxer les pollueurs, mais leur rendre l'argent, ce qui choque évidemment les ONG, mais ce qui est très facile à imaginer pour un économiste qui n'a pas à mettre les mains dans la politique. Donc, on taxe les pollueurs et on subventionne les armateurs qui ne polluent pas. Et en faisant cela, ce qui est très facile, il suffit de s'entendre au niveau politique, au niveau international, et comme vous savez, c'est facile. À ce moment-là, on peut renforcer le virage qui a commencé vers, disons, le GPL, pour parler de choses non techniques, donc vers des bateaux à gaz de pétrole liquéfié qui ne sont pas émetteurs de polluants, comme le sont les bateaux actuels. C'est une des conditions pour que les accords commerciaux internationaux soient des accords qui soient bons aussi pour la planète. Voilà pour l'agenda français. En termes de politique de santé, de situation, je trouve que c'est impossible aujourd'hui de ne pas évoquer l'actualité. L'actualité, c'est ce qui se passe dans les EHPAD, donc dans les établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes. Tout ce qui tourne autour de la manière dont la société française prend en charge les personnes en situation de perte d'autonomie liée au vieillissement. Avec des questions qui apparaissent vraiment très très brutalement, puisqu'aujourd'hui il y a une grève très très importante au sein de ces EHPAD, et grève qui est soutenue par les personnels de direction. Donc on est quand même dans une situation qui est un peu particulière. La question qui est posée, c'est quel est le financement, quels sont les mécanismes de financement de cette prise en charge de la perte d'autonomie, et quelle est au-delà du financement, mais quelle est l'articulation des soins et l'articulation des différents modes de prise en charge. Quelle part laisser aux aidants, quelle articulation entre l'aide informelle apportée par le soutien familial et l'aide plus formelle, plus structurée en établissement. Ce ne sont pas du tout des questions nouvelles. Ce qui est un peu désespérant sur la question, c'est que ce sont des questions
qui ont été, on sait qu'on va devoir vraiment prendre en charge une population croissante en nombre. Les années, l'espérance de vie à la naissance continue à croître, mais l'espérance de vie sans incapacité aussi à peu près au même rythme. Donc le nombre d'années de vie en moyenne qu'une personne va passer en situation de perte d'autonomie partielle ou un peu plus grave ne diminue pas, et les effectifs des personnes âgées, eh ben, on arrive aujourd'hui à la fin de 60 ans après le papy-boom, eh ben, voilà, 70 ans après le papy-boom, après le baby-boom, pardon, on est dans le papy-boom. Donc on le savait tout ça, c'est des choses qui ont été anticipées. Et les questions qui ont été posées, c'est est-ce qu'il faut favoriser, mettre en charge un financement public, un cinquième risque ou une cinquième branche de la sécurité sociale, ou est-ce qu'il faut au contraire encourager une prise en charge privée avec le développement d'une assurance privée encadrée dont les règles seraient définies par l'État tutelle pour permettre une solution qui soit pas totalement chaotique et qui soit un peu coordonnée, qui soit solidaire, qui permette à tout le monde d'avoir accès à des dispositifs de prise en charge de bonne qualité. On a hésité et on continue à hésiter entre ces deux modes de prise en charge. Et résultat, rien n'est fait. Rien n'est fait. Il y a 10 ans, c'est un chantier qui avait été ouvert par le gouvernement Sarkozy. Souvenez-vous que Roselyne Bachelot était chargée de cette dernière grande réforme du quinquennat Sarkozy. On a vu des chantiers, on a vu des ateliers, etc., qui ont développé des diagnostics. C'était absolument passionnant, mais ça n'a débouché sur absolument aucune réforme, aucune clarification des règles du jeu, et ça a laissé les acteurs du secteur un peu démunis. Alors 10 ans après, il y en a qui ont commencé à agir, mais dans un cadre qui n'est toujours pas précisé. Et c'est un thème qui a été très très peu abordé durant la campagne électorale, et c'est un peu désespérant parce que ça fait 10 ans qu'on attend, au moins 10 ans. On sait que c'est un sujet sur lequel plus on attend, plus ce sera difficile. Si on avait commencé à provisionner ces risques, si on avait commencé à mettre de l'argent de côté il y a 10 ans, on aurait aujourd'hui déjà un petit peu de réserve pour faire ça. Et on sait que le problème est majoritairement devant nous. C'est un problème qui est considérable, c'est un problème qui est vraiment de première importance et qui n'a pas été traité dans les 10 dernières années, et qui n'a pas fait l'objet de discussions pendant la campagne. Donc on est aujourd'hui, la grève qui est aujourd'hui... qui risque d'être assez importante, vient nous rappeler que c'était un sujet important il y a 10 ans, c'était un sujet important il y a 5 ans, c'est un sujet capital aujourd'hui, et ce sera un sujet essentiel dans les 10 ans qui viennent. Alors ça c'est vraiment sur l'actualité. Plus généralement, il me reste 2 minutes, ah oui. Plus généralement, j'avais prévu de reparler d'une grande question, là pour le coup sur le financement des soins de santé, l'articulation entre régime obligatoire et régime complémentaire. Là aussi, la campagne a été relativement pas indigente, parce que si on se souvient bien, c'est autour de ces questions-là que la campagne a commencé, à travers sur des critiques assez fortes des propositions de François Fillon à l'époque. François Fillon avait un programme, il n'y avait pas seulement des casseroles. Il y avait un programme qui était intéressant, et c'est là-dessus qu'il y avait déjà eu... Bon, aujourd'hui, on est dans une situation là aussi où les choses n'ont pas beaucoup avancé en 10 ans. On a cet empilement des deux systèmes, de la sécurité sociale et des assurances complémentaires pour les mêmes types de soins. Il y a quasiment qu'en France qu'on a ça. C'est 7 milliards de frais de gestion pour la sécurité sociale, c'est 7 milliards de frais de gestion pour les complémentaires. C'est lié directement à le fait que la même dépense de soins va être remboursée une première fois par un assureur et une deuxième fois en partie par un autre assureur. C'est absurde, c'est une source de gaspillage évidente, c'est une source aussi de dilution des responsabilités. On ne sait pas quel est le financeur qui est directement en charge du pilotage de l'offre de soins. Donc ça, on le sait, le diagnostic est posé depuis belle lurette. On n'a pas non plus, on ne sait pas très bien comment on va essayer de se sortir de cette ornière. Dernier point en moins d'1 minute, au-delà des soins de santé, sur des questions de santé publique, je crois que là, il y a eu des choses qui se sont passées depuis le début du quinquennat
Je crois que la décision qui a été prise sur l'extension de la couverture vaccinale est une très bonne décision. Elle est aujourd'hui, on a besoin de restaurer une confiance. On a une défiance très très forte en France, particulièrement en France par rapport à d'autres pays, sur la sécurité vaccinale. Il est important de restaurer cette confiance. Il est possible que ça passe par l'obligation vaccinale, et en tout cas, cette obligation vaccinale permettra de couvrir les 5-10% des enfants qui n'étaient pas couverts par les vaccins, et de sauver des vies. Et c'est absolument ça là-dessus, donc je dirais un bon point. Le cannabis dont j'ai parlé en introduction, là en revanche, c'est absolument une catastrophe. On a une politique de santé publique qui est absolument défaillante sur la question. On a aujourd'hui un usage du cannabis et d'autres drogues, mais en particulier du cannabis, qui est beaucoup plus élevé en France que dans tous les autres pays, à part le Danemark, avec une politique qui est officiellement répressive, officiellement la plus répressive de toute l'Europe, qui en fait n'est pas appliquée, un écart entre la loi et les pratiques, et surtout des usages qui se développent, des usages qui peuvent être abusifs par certaines populations, et qui ne sont absolument pas abordés sous l'angle de la prévention, et en particulier parce que la prohibition du produit interdit toute approche en termes de prévention. Et dernier point, sur les inégalités de santé, la France est un des pays où les inégalités de santé sont les plus fortes, on n'en parle pas assez, c'est-à-dire l'un des pays où le statut socio-économique et l'état de santé sont le plus fortement liés. On retrouve un peu le même phénomène que dans l'éducation. Il est temps de s'interroger sur les politiques qui permettraient de réduire ce gradient de santé qui fait qu'en France, encore plus que dans d'autres pays, lorsqu'on est riche, lorsqu'on est éduqué, eh bien, on a beaucoup plus de chances d'être en bonne santé, de vivre plus longtemps et de vivre dans de meilleures conditions. Ce lien-là, cette association entre les deux, il y a des choses, on peut essayer de faire des choses. C'est pas forcément du côté des soins, c'est du côté de la santé publique. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites. Mais en tout cas, je crois qu'il est temps d'avoir en tête ce constat que en France, on n'est pas dans une situation très favorable du point de vue des inégalités de santé. On revient au baby-boom pour la question maintenant la question des retraites. Donc, ça fait une dizaine d'années maintenant que je travaille sur cette question-là, en défendant l'idée qu'il faut faire une réforme structurelle, systémique du système de retraite français. Et pour la première fois, on a un gouvernement qui s'attelle, qui s'est engagé, et le président de la République l'a rappelé devant la Cour des comptes il y a très peu de temps. L'objectif du gouvernement est bien de mettre en place une réforme systémique qui permette de rétablir la confiance, de faire en sorte qu'on ne s'engage pas tous les 5 ans, 3 ans dans une nouvelle réforme, qui donne des garanties explicites aux salariés et qui puisse régler un certain nombre de problèmes qui sont aujourd'hui patents. Alors, pour les rappeler rapidement quels sont les diagnostics qu'on peut faire assez consensuels sur l'existant de notre système, on a un système extrêmement complexe, une multiplicité de régimes. Et ce n'est pas juste une multiplicité de régimes, c'est que des régimes qui ont des règles différentes et qui donnent l'impression que finalement certains sont mieux traités que d'autres, que les droits à la retraite ne sont pas compatibles et cohérents si vous passez d'un régime à l'autre. Deuxième diagnostic, le fait que le pilotage macroéconomique est défaillant, essentiellement dû au fait que l'essentiel de la façon dont on ajuste notre système de retraite et les pensions de retraite se font par la désindexation. On désindexe les droits, et s'il y a suffisamment de croissance pour que la croissance soit au niveau du changement démographique, de l'espérance de vie, de la croissance de l'espérance de vie, alors c'est bon. Et puis si elle est en dessous, on est en déficit. Si on avait beaucoup de croissance, les retraites s'effondreraient. C'est pas une façon très cohérente de planifier notre système de retraite. Et troisième point de diagnostic, on a certes un système qui permet de nombreuses corrections des inégalités avec des dispositifs non contributifs, mais on a aussi à l'intérieur même du système, dans le cœur du système, beaucoup d'éléments qui sont, à l'inverse, anti-redistributifs. Donc on déplace beaucoup d'argent pour prendre aux plus pauvres, pour donner aux plus riches, puis reprendre aux plus riches pour redonner aux plus pauvres, d'une certaine façon, souvent, qui rate la cible qui était au départ visée, en grande partie due à la complexité. Ce n'est pas vraiment voulu, c'est simplement parce qu'on ne maîtrise pas bien quel est l'impact de différentes règles qu'on a ce type d'effet. Alors pourquoi une réforme structurelle permet de résoudre en grande partie ces problèmes? Parce que ça permet d'arriver à revenir à une unité de compte
qui est fine, sur lequel on peut essayer de partager clairement quels sont les droits contributifs qui viennent des cotisations. Alors le mot d'ordre qui avait été, le slogan pendant la campagne, c'est « chaque euro de cotisation donne les mêmes droits ». Alors ça paraît évident, mais justement, c'est ça qui est le point, c'est on a besoin de cela pour pouvoir rendre transparent et cohérente le fait qu'à tout moment dans la carrière, vous devez avoir des droits qui sont accumulés, les cotisations vous donnent des droits, et ça vous permet de garantir le fait que l'ensemble des régimes, même si on les garde des différents régimes, peuvent être cohérents dans l'addition des droits qui sont faits par ces différents régimes. Ça n'empêche pas, et je crois que c'est le point important, de maintenir un des forts éléments actuels de solidarité. Au contraire, ça permet de faire en sorte que, parce qu'ils vont être plus transparents, on va faire en sorte qu'il n'y aurait pas de ces droits qui sont on va dire, à côté de la plaque, qui sont inutiles, et on va pouvoir retranscrire tous les droits non contributifs de façon très précise pour faire en sorte que ça atteigne bien les objectifs qu'on souhaite. Alors une fois qu'on a dit ça, maintenant le gouvernement a nommé un haut commissaire, une équipe qui travaille à la préparation de cette réforme. Il y a beaucoup de choses qui ne sont encore pas précisées et qui sont, à ma connaissance, pas arbitrées non plus. Il y a la forme exacte du système cible auquel on vise. Alors, en gros, on mentionne souvent les comptes notionnels à la suédoise ou un système à points. Le point que je voulais faire ce matin, c'est que cette opposition, elle n'est pas tout à fait pertinente. Pourquoi? Parce que, d'une certaine façon, il y a une question qui est de dire est-ce que les droits ils sont exprimés en euros ou ils sont exprimés en points? Mais ça, c'est une question pas très importante. On peut les exprimer en points, on peut les exprimer en euros. C'est un choix marketing, d'une certaine façon. Dans quelle mesure, vous voulez vous dire, c'est des droits à la retraite, même en points, ils ont une contre-valeur en euros, et vous pouvez dire c'est des points, c'est pas des euros, mais en même temps, vous pouvez dire c'est des euros pour bien montrer qu'il y a une contre-valeur en euros. C'est pas le problème. La question fondamentale, c'est dans quelle mesure vous avez un système qui a des règles, où vous pouvez dire à un jeune actif, vos droits sont garantis ou pas. Est-ce que vos droits, est-ce qu'il y a des règles qui vous disent dans 20 ans quelle est la valeur de ces droits? Si vous faites un système pour lequel vous ne mettez aucune définition de règles et vous dites votre système à points, je ne peux pas vous dire dans 10 ans ce qui vaut le point, ce n'est pas du tout garanti. Vous ne donnez pas le garantie. Certes, ça vous donne la possibilité de pouvoir ajuster facilement, mais ça vous donne beaucoup moins de la garantie. Le point important qui était dans la campagne de l'actuel président de la République, qui était de dire redonner des garanties, redonner confiance, ça impose de donner des règles pour faire en sorte que, y compris les plus jeunes actifs, puissent savoir quels sont les droits qu'ils ont effectivement acquis dans le système. Et ça, ce n'est pas une différence totalement compte notionnel, point, c'est vraiment une différence. Est-ce que vous mettez des règles qui donnent des garanties sur la valeur de ces droits ou pas? Le deuxième point aussi que je voulais souligner, c'est ce qu'on entend beaucoup sur une opposition entre pilotage automatique et gouvernance. Et je crois que c'est là encore une erreur un petit peu de terminologie. Pilotage automatique, ça donne l'impression qu'il n'y a plus de gouvernance et qu'on va retirer du choix politique, soit aux partenaires sociaux, soit au Parlement, et que ça serait quelque chose de technocratique. Et je crois que le point important de pilotage automatique, c'est l'élément de règle dont je viens de parler. Le fait qu'on puisse à chaque moment décider de pouvoir ajuster l'ensemble de ces règles, c'est une façon, c'est logique et normal. On doit se garder cette capacité de gouvernance. Simplement, ne faire dire le choix parce qu'on refuserait le pilotage automatique, de dire maintenant il n'y a plus aucune règle et la valeur du point, si c'est un système en points, on ne peut pas la déterminer à l'avance. Je crois que c'est là qui serait vraiment un écueil à faire très attention. Donc ça, c'est pour le système cible. Ensuite, il y a la question de la transition, qui est une question assez, on va dire, techniquement difficile. D'une certaine façon, moi j'aimerais redire que je suis de plus en plus sur un passage, une transition de type Bing Bang, au sens où, au lieu de faire une transition lente, où on va dire pendant 10, 15 ans, on a un petit peu de l'ancien système, un petit peu du nouveau, et tout le monde a un pourcentage qui était le modèle suédois, de la transition suédoise, et qui est par ailleurs ce qu'on avait proposé avec Thomas Piketty en 2008, une transition lente. Je suis aujourd'hui de plus en plus favorable à une transition très rapide, qui laisse le temps en disant ceux qui sont à 5 ans du départ en retraite, ils restent dans l'ancien système, et ceux qui sont finalement suffisamment éloignés du nouveau système, on les bascule complètement dans le nouveau. Pourquoi? Parce que ça permet de gagner sur ce qu'est l'apport de cette réforme, c'est tout d'un coup la lisibilité, les droits. Si on maintient les 35 régimes plus en fait le nouveau régime unifié avec un pourcentage, pendant la durée de la transition, ça va être très très dur d'expliquer aux Français que c'est beaucoup plus simple. Ça ne sera pas beaucoup plus simple. Et donc c'est pour ça qu'il me semble très important, en réalité on est capable
techniquement simplement de transformer les droits acquis passés en droits acquis dans le nouveau système, de les verser sur les comptes, que tout le monde puisse vérifier que ces droits-là, ils sont bien crédités, et que dès lors qu'on rentre dans le nouveau système avec cette transition, on a une transition en fait qui est finalement beaucoup plus rapide dans le nouveau système, même si on s'est donné un peu de temps pour la préparer de façon efficace. Avant-dernier sujet, si Alain Tranois nous rejoint, c'est celui au fond de ce que moi j'appelle l'industrie. Alors, peu importe la définition de l'industrie, il y en a beaucoup. Il va y avoir un livre qui va s'appeler L'industrie sans usine, l'économie sans usine. Enfin bon, c'est l'idée que l'industrie, la frontière, il se trouve que les statistiques sont faites aujourd'hui plutôt sur l'industrie manufacturière et que c'est un bon proxy de ce qu'on peut appeler l'industrie. Dans les faits, c'est une énigme totale. Première remarque. Énigme parce que, en dépit du fait que l'ensemble du monde industrialisé et des pays de l'OCDE se désindustrialisent, la part de l'industrie diminue, sauf en Allemagne, mais partout. J'allais dire, indépendamment de ça, on s'aperçoit que la France a une histoire qui est incroyable, inimaginable, d'affaiblissement, de délitement de son industrie sur à peu près tous les secteurs, et notamment sur le secteur des biens d'équipement, qui est, j'allais dire, assez inexplicable, ou plus exactement, dont les explications sont très nombreuses. J'y reviens dans un instant. La fin de l'année 2017 a été favorable. Alors tout le monde commence à pousser un soupir de soulagement. On a un taux de croissance de l'industrie manufacturière qui est pas loin de 4%. On avait l'impression que enfin cette espèce j'allais dire, damnation du marché de l'emploi, des emplois industriels en France, des moins 50 000 par an, cessé, qu'on avait à peu près trouvé une sorte d'équilibre. Il n'empêche que le juge de paix, c'est la capacité que le secteur industriel, défini plutôt comme secteur manufacturier, exporte, et la part de ce que la France continue à exporter dans l'ensemble de la zone euro, pas dans l'ensemble, mais dans le monde, mais à partir de la zone euro, continue à diminuer, puisqu'on est désormais à un peu moins de 12%, ce qui est inimaginable. Donc le diagnostic demeure terrifiant. Et il se traduit évidemment par la contrainte majeure que nous avons sur notre commerce extérieur. Alors par rapport à cela, au fond, je trouve que conceptuellement, intellectuellement, il faut surmonter deux difficultés. La première, c'est de se débarrasser de ce que j'appellerais les oripeaux de ce qu'on appelle la politique industrielle, qui est quand même très caricaturée. Alors, la politique industrielle à la française, c'est toujours Bull, alors que Bull, c'est pas demander à Thierry Breton ce qu'il en pense, mais c'est toujours une vision d'un État qui se substitue de manière maladroite à la clairvoyance des industriels privés, et c'est le fait que l'on développe des champions nationaux qui, au fond, sont là pour porter, j'allais dire, notre étendard. Tout ça est une vision évidemment très ancienne, caricaturale, et en réalité assez stupide. La deuxième difficulté qu'on a, elle est plus intéressante, c'est de savoir quel est le rôle du progrès technique ou au fond de toutes les évolutions technologiques majeures que nous sommes en train de connaître, et notamment le numérique, dans la capacité de rebond de l'industrie française. Alors là-dessus, les débats sont compliqués. La vision, en tous les cas, de celle de notre président est sûrement très cohérente, et sûrement celle au fond, de se dire, c'est pas l'industrie qui compte, c'est la capacité de développer des secteurs qui sont des secteurs de nouvelles technologies un peu partout, et on va le voir dans un instant dans ce qui a été proposé dans les différents documents qui ont été faits. C'est une vision de l'affaire. Moi, je me suis appuyé sur des travaux très intéressants faits par McKinsey et qui montrent à quel point on peut reprendre une large partie des secteurs industriels traditionnels et voir, non pas comment on peut reconstruire un système productif équivalent à celui qu'on a connu il y a 20 ans, bien entendu que non, mais de voir comment on peut-être modifier quelques aspects qui continuent à se déliter, et peut-être pouvoir rebondir sur des domaines qui
apparaissaient au fond comme des domaines définitivement perdus. Je rappelle que le plus bel exemple de reconstruction d'un système industriel, c'est quand même la construction navale. Pour ceux qui ont mon âge, ils se souviennent à quel point les chantiers navals, j'ai fait partie dans des cabinets ministériels où on rayait les deux chantiers, celui de La Ciotat et celui de Saint-Nazaire. C'était considéré comme tout à fait ringard pour suivre ça. La preuve est faite que tout ça, l'histoire n'est pas aussi facile et n'est pas écrite. Par rapport à ça, le gouvernement les gouvernements, que ce soit François Hollande ou Emmanuel Macron, ont développé deux stratégies assez fortes. La première, c'est celle du programme d'investissement d'avenir, ce qui était au départ, je crois, de 37 milliards d'euros, et qui a fait bien son boulot essentiellement sur le domaine de l'enseignement supérieur. Pas mal, sauf peut-être sur le plateau de Saclay. Enfin bon, le désordre des hommes fait que c'est très compliqué de réussir sur tous les domaines, mais il y a des choses formidables comme PSL, permets-moi de dire, pas uniquement PSE. J'étais long pour laisser Alain arriver et reprendre son souffle. Et puis, à la suite de ça, le rapport de notre ami Jean Pisani sur le grand investissement. Et j'ai un désaccord par rapport à cette démarche. Quand on prend ce rapport qui est très bien fait, il consiste à dire je vais en fait investir pour moderniser la société française et je vais la moderniser en réalité dans 4 domaines qui sont la compétence, qui sont la technologie, qui sont la réforme de l'État et qui sont le 4e qui est la transition énergétique. Très bien. Et tout ça se fait à travers des crédits qui désormais sont redonnés au ministère, chaque ministère ayant la possibilité finalement de dépenser ces crédits qui sont en réalité sauvegardés quoi qu'il arrive. Ça, c'est le point important. Et on aboutit à ce chiffre qui est de 57 milliards, parce qu'on récupère les 10 milliards, il y a 47 milliards, plus les 10 milliards qui étaient les 10 milliards non totalement utilisés du PIA 3. C'est une vision qui est une vision, en fait, c'est tout à fait logique, qui a inspiré la démarche d'Emmanuel Macron, mais qui, de mon point de vue, ne résout pas 2 problèmes. Le premier sujet, c'est que si on veut, par exemple, essayer de revenir un peu, pas totalement, mais un peu dans le domaine des biens d'équipement, qui est absolument majeur. Je veux dire, il suffit de regarder le commerce extérieur des derniers mois pour savoir où est-ce qu'on importe, où est-ce qu'on exporte. Si on veut essayer de se retrouver finalement au-delà des problèmes de compétitivité, une capacité à rebondir en utilisant les nouvelles technologies, il faut bien que une large partie de ce financement soit dédiée, soit concentré sur des secteurs industriels. Ceci signifie 2 choses, c'est qu'on identifie clairement le domaine, de ce qu'est le soutien à l'industrie, et en quoi les nouvelles technologies permettent de rebondir, et non pas le développement de nouvelles technologies pour elles-mêmes, qui est un bien, qui est une bonne chose, mais qui ne suffit pas au domaine. Il faut toujours se souvenir que les GAFA, c'est formidable en matière de boursière, mais c'est 5% du PIB américain. C'est pas comme ça qu'on fait une économie. Et deuxième aspect, on redonne à chacun des ministères le pouvoir en réalité d'adapter qui à la modernisation de l'action publique, qui à la formation, sujets tous très importants, qui à la capacité finalement d'avoir des compétences qui sont des compétences et des qualifications qui permettent de résoudre notamment ce problème des emplois non satisfaits, qui serait aujourd'hui sa dernière hypothèse que nous avons sur cette énigme du délitement de l'économie de l'industrie française, qui serait la raison ultime. Moi, je plaide, on l'appelle comme on veut, on l'appelle ministère des nouvelles technologies et de l'industrie, du système productif, on trouve les termes qui fassent le plus moderne possible, mais je suis convaincu qu'il faut qu'il y ait à un moment déterminé un acteur qui soit porteur de ce qu'est ce problème en réalité majeur de notre économie, qui porte les intérêts, qui le défendent, qui explique que c'est pas obligatoire que Albert Frère impose que Lafarge aille chez Holcim, que ça n'est pas obligatoire que on démantèle définitivement la compagnie générale d'électricité en faisant cette malheureuse affaire d'Alstom Siemens, sachant que des positions peuvent être opposées, mais qu'il est normal et logique qu'on ait un lieu qui soit un lieu normal de décision et de discussion. Je termine en disant que
je plaide également pour que le débat économique se déporte quelque peu. Nous avons beaucoup travaillé tous sur la réforme de la zone euro. La réforme de la zone euro, personnellement, moi j'en ai par-dessus la tête. Je veux dire, on répète inlassablement les mêmes choses. Quand vous regardez ce qui a été écrit, à part le livre qui va être traduit de l'anglais par mon camarade Lionel, et que nous attendons pour la fin de l'année, ce qu'il m'a promis, il n'y a plus une seule étude, pas une seule étude, sur les sujets industriels, pas une seule. Et vous voyez bien qu'on a accumulé, c'est comme ça que je termine, toutes les strates d'explication. Je vous rappelle que pour le délitement de l'industrie française, comme les économistes sont assez, j'allais dire, vigoureux sur le plan de la pensée, nous avons expliqué que c'est un problème de compétitivité, nous avons expliqué que c'est un problème de financement, nous avons expliqué que c'est un problème de fonds propres, nous avons expliqué que c'est un problème de qualification. Nous avons expliqué que c'est un problème d'innovation. Nous avons expliqué que c'est un problème en réalité de faiblesse du niveau technologique de nos industries. En réalité, nous sommes incapables de sortir une espèce de vision cohérente de ce sujet-là. Il est vraisemblable que toutes ces explications sont justes, mais laquelle permet en réalité de comprendre ce que nous devons faire dans les années qui viennent. Pour ça, il faut avoir un débat, des travaux, il faut réfléchir, et c'est à tout cela que pour tout cela que je plaide. Il est important de mener une politique de transport public extrêmement active, une politique de transport public interurbaine extrêmement active, et que, d'une part, parce qu'effectivement, ça améliore, ça diminue la congestion, ça a des bons effets en termes de pollution, mais ça a également des bons effets en termes de prix du logement. Alors, le premier message que je voudrais délivrer, c'est que si sur le marché du travail, le dessin du président de la République est, je dirais, extrêmement clair, extrêmement ferme, sur le marché du logement, je pense qu'on peut trouver la démarche plus hésitante. Et donc, il y a encore beaucoup à faire pour faire en sorte que le marché du logement ne soit pas un obstacle à une reprise économique durable et à ce que l'envol des prix ne mange pas une partie de la croissance. Alors, le deuxième message que je voudrais délivrer, c'est que en France, vous savez que la situation du marché du logement est extrêmement disparate entre ce qu'on appelle des zones tendues et des zones plutôt détendues. Il y a beaucoup de zones détendues maintenant en France. Il y a un stock de logements, disons, inoccupés, qui sont déclarés vacants, qui est très important. Ça fait 8% du stock de logements. Alors bien sûr, il y a du logement, on peut dire qu'il y a une partie du stock qui est inoccupée due à une sorte d'inoccupation frictionnelle, comme sur le marché du travail. Mais néanmoins, c'est un record. Il y a quand même 8% des logements qui sont inoccupés. La Grande-Bretagne, ça varie, suivant le cycle économique, entre 2 et 3%. Donc il faudrait quand même peut-être s'interroger. Il y a eu un rapport de l'inspection des finances à ce sujet et d'autres grandes inspections. Moi, je plaide pour penser que ce taux de 8% est endogène, je dirais, à la réglementation, à notre politique fiscale, et que si on modifiait cette réglementation, si on modifiait cette politique fiscale, eh bien, on verrait sans doute une réduction de ce taux de logements inoccupés. Alors, le message concernant le fait qu'il y a des zones détendues et des zones tendues fait que, je dirais, l'objectif principal de la politique économique, enfin, un des objectifs principaux de la politique économique, doit essayer de faire en sorte que dans les zones tendues, la région parisienne en tête, eh bien, il y ait des actions spécifiques qui soient menées pour, je dirais, faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'offres foncières et suffisamment de construction pour, je dirais, contrebalancer l'augmentation de la demande de logement. Et cette demande de logement risque d'augmenter à due proportion de l'accroissement de l'attractivité de la France. Le président de la République se démène beaucoup pour rendre la France attractive,
Mais quand on regarde les emplois et la localisation des emplois qui vont, je dirais, augmenter le stock d'emplois dans les différentes régions françaises, on se rend compte que c'est d'abord principalement sur la région parisienne, avec une partie des banquiers qui travaillaient à Londres, avec les nouvelles technologies, avec France Tech, etc. Donc il va y avoir, si ce mouvement enclenche une dynamique d'attractivité, une augmentation de la demande de logement à Paris même et dans la région parisienne. Alors, comment procéder pour que ça qu'il n'y ait pas en résultante une augmentation des prix? Donc je reviens à mon idée initiale, qui est de dire que la politique de transport public peut permettre de contenir l'augmentation des prix. On a montré, il y a des travaux aussi bien théoriques qu'empiriques qui montrent que plus vous avez une densité importante du réseau de transport collectif, et plus, je dirais, le gradient des loyers par rapport, ou le gradient des prix par rapport au centre de l'agglomération est faible. C'est-à-dire que lorsque vous vous éloignez, lorsque vous vous rapprochez du centre, eh bien, au lieu d'avoir un pic au centre, si vous avez un maillage de transport public dense, eh bien, les loyers et les prix n'augmentent pas tant que ça lorsqu'on se rapproche du centre-ville, du centre de l'agglomération parisienne, ici. Et donc, je plaide pour faire en sorte que le schéma du Grand Paris soit accompli tel qu'il était prévu dans les délais initiaux. Le président de la République a dit au mois de septembre qu'il souhaitait, je dirais, qu'il y ait un nouvel arbitrage en matière de transport public, en diminuant les transports, les investissements dans les transports interrégionaux entre les grandes villes de France, dans la mesure où on avait beaucoup investi, par exemple en ligne de TGV, et qu'il fallait se préoccuper des transports du quotidien. Bon, je pense que c'est je dirais, un arbitrage cohérent, un arbitrage qui va dans le sens de l'efficacité, mais il faut que les actes suivent. Et donc, je dirais, toute idée de report concernant des lignes du Grand Paris me semblerait une politique qui irait en contradiction, d'abord avec l'intérêt bien compris de la croissance de la région parisienne, et du bien-être des Parisiens, mais aussi en termes d'attractivité et vis-à-vis des objectifs de la politique du logement. Alors maintenant, évidemment, vous allez me dire, il reste 2 minutes, mais je n'ai pas encore abordé mon message principal, mais, tout ça pour dire, quid du financement? Alors, l'idée maîtresse que je voudrais défendre en termes de réforme, c'est le fait que il ne faudrait peut-être pas hésiter à faire une réforme d'ampleur. Il y a peut-être une opportunité, il y a peut-être une fenêtre pour faire une réforme d'ampleur sur la fiscalité foncière et immobilière en France. La taxe d'habitation a disparu. Elle a disparu parce que, bon, peut-être qu'elle était déjà mal née, mais en plus de ça, les bases n'ont pas été réévaluées, vous savez, depuis 1970. Mais c'est la même chose pour la taxe foncière. Et donc, la taxe foncière est en danger, alors que dans son principe, la taxation de la terre, eh bien, c'est plutôt une bonne taxe. On le sait tous, les économistes, depuis David Ricardo. David Ricardo voulait taxer les propriétaires terriens. Maintenant, les propriétaires terriens, la valeur de la terre agricole ne représente plus grand-chose. Par contre, la terre urbaine, la terre aménagée, représente une valeur considérable. Un autre intérêt, c'est de relier ça au discours sur le ruissellement de la mondialisation. Parce qu'il faut bien se rendre compte que, quelque part, la terre est un réceptacle des fruits de la croissance. Quand un entrepreneur, quand des start-up, je dirais, prennent des risques, investissent et fournissent beaucoup d'efforts, quand les start-upers fournissent beaucoup d'efforts, ils sont récompensés de leurs efforts à travers des revenus, à travers des emplois. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça augmente la demande dans l'économie, mais ça augmente aussi la demande de terre. Et donc, une partie, finalement, des fruits de cette croissance va être, je dirais, récupérée, va être captée par
ceux qui possèdent le foncier et l'immobilier dans une zone donnée, alors même qu'ils n'y ont pas profité. Ils sont, je dirais, des capteurs passifs de l'accroissement de richesse. Et donc, non seulement pour des vieilles raisons, je dirais, ricardiennes, il est bon de taxer la terre et l'immobilier, il est bon de taxer la rente, mais pour des nouvelles raisons tenant au fait qu'il faut quand même penser à savoir comment est-ce qu'on organise le circuit de distribution entre ceux qui profitent de la mondialisation, ceux qui voient des opportunités, qui ont des opportunités grâce à la mondialisation, et ceux qui en ont beaucoup moins. Je parle de la classe moyenne et des gens qui ont, je dirais, un revenu en général en dessous du revenu médian. Et donc, cette utilisation de cette taxation de la terre pour faire de la redistribution, c'est une idée, à mon avis, intéressante. On a beaucoup parlé, dans tous les livres d'économie, énoncent le fait que, sans doute, les échanges, dans un nombre de cas importants, augmentent d'une manière agrégée le bien-être. Maintenant, le problème, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait en sorte que tout le monde soit gagnant. Eh bien, la taxation de la terre et sa redistribution est un moyen, justement, de redistribuer les fruits de la croissance et, en l'occurrence, ici, les fruits de la mondialisation. Donc, ce que je propose, c'est que on laisse tomber la vieille taxe foncière et on passe à une taxe foncière et immobilière progressive, donc avec un taux qui soit croissant avec le montant du patrimoine et qui soit assis sur la valeur vénale des biens. Aujourd'hui, la taxe foncière est assise sur un calcul administratif du loyer que pourrait procurer le bien immobilier. Je propose qu'on passe sur la valeur vénale, tout simplement parce que la valeur vénale, c'est une information que produit le marché. Donc pourquoi est-ce que l'administration s'entête à essayer de calculer une valeur qu'elle a du mal à, je dirais, calculer d'une manière continue, alors que le marché produit, je dirais, cette information en continu pour presque tous les biens. Alors évidemment, il y a des biens qui sont relativement peu échangés, et à ce moment-là, c'est simplement une fourchette de prix, comme sur les marchés financiers. Mais il me semble que là, plutôt que d'employer, il y a des gens qui sont employés au ministère des Finances qui pourraient être mieux employés plutôt que d'essayer de faire plus mal ce que le marché arrive à faire à peu près bien. Alors, je vous signale que ce n'est pas une nouveauté dans le système fiscal français, puisque d'une part, lorsque vous avez des successions, lorsqu'il y a l'impôt sur les successions, on vous demande quelle est la valeur vénale des biens qui sont transmis en héritage. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous demandez à un expert immobilier, à un agent immobilier, quelle est la valeur des biens en question. Donc ça ne pose de problème à personne. Et d'ailleurs, les agents immobiliers sont ravis de faire parce qu'ils se disent que peut-être ils vont récupérer par là un client. C'est également le cas, le calcul de la valeur vénale pour l'ex-ISF et pour l'impôt sur la fortune immobilière. Donc on aurait un moyen ici, je dirais, une fois qu'il serait établi de manière progressive, eh bien, je dirais de récupérer ce mognon d'impôt sur la fortune immobilière qui est un peu, je dirais, suspendu dans l'air et de le réintégrer dans une grande réforme d'ensemble. Un point qui, évidemment, n'a pas été évoqué dans la discussion et qui est très important cette année, c'est notre relation aux États-Unis. Donc la bonne nouvelle, c'est effectivement qu'au niveau français, on arrive à garder le contact. Donc c'est très important de continuer à parler à Trump, pour plein de raisons, évidemment. La mauvaise nouvelle, c'est que les États-Unis sont entrés dans une politique non coopérative qui peut être assez destructrice. Et je pense ici à la fiscalité. Donc, juste pour donner un ordre de grandeur de ce dont on parle, il y a des méta-analyses qui ont été réalisées sur l'impact d'une différence de taux d'imposition sur les sociétés sur l'investissement direct entrant dans les pays. Et donc la semi-élasticité qu'on obtient est de 3, ce qui veut dire que si vous avez un écart de 1 point de taux d'imposition sur les sociétés, ça fait diminuer de 3%. C'est 1,1%, donc 1,3%. Donc ça fait diminuer de 3% l'investissement entrant. En d'autres termes, si vous avez un écart de 10 ou 11 points,
sur le taux de fiscalité, vous perdez un tiers des flux d'investissement entrants. C'est de ça dont on est en train de parler. On n'en a pas mesuré encore complètement en Europe des implications, mais les implications vont être assez terribles. Et je parle de l'investissement entrant, mais Jean-Hervé parlait tout à l'heure de l'industrie. Il y a un certain nombre d'industriels européens qui sont en train de reconsidérer leur plan d'investissement pour aller se localiser aux États-Unis, pour produire aux États-Unis, parce que sinon ils auraient exporté tout simplement, parce que les conditions d'attractivité fiscale, mais il y a aussi d'autres dimensions, mais on n'a pas le temps d'en parler, des États-Unis sont en cours de profonde mutation. Donc on s'intéresse beaucoup, et certainement trop, à la surface des choses. Il y a beaucoup d'exégèse des tweets de Donald Trump. En réalité, il a une vraie politique. Ça fait très longtemps que les États-Unis n'ont pas eu une vraie politique sur ces sujets, et celle-là risque d'être assez destructrice pour notre tissu productif. Donc c'est important de continuer à en parler avec lui.